Diane Morris les entendit avant de les voir. 97. Harley Davidson roulait en formation sur Maple Street, se dirigeant droit vers sa petite boulangerie. Toute la ville de Millbrook s'est figée. Les Hells Angels ne se sont pas simplement présentés dans la campagne de Pennsylvanie. Pas comme ça. Pas à 97. Les mains de Diane tremblaient tandis qu'elle fermait la caisse. Il y a 21 ans, elle avait nourri un adolescent affamé avec un œil au beurre noir et une veste volée. Elle lui avait donné du pain sans poser de questions et lui avait dit qu'il comptait pour elle. Puis il avait disparu. À présent, le chef de file retirait son casque. Et quand Diane vit son visage, toutes ses années s'effondrèrent dans le néant. Ce qu'elle avait fait pour un garçon brisé était sur le point de tout changer. Si vous aimez les histoires qui vous rappellent que la gentillesse ne meurt jamais, prenez un instant pour cliquer sur «J'aime» et nous dire d'où vous nous regardez. Si vous pensez que ces histoires méritent d'être entendues, abonnez-vous et partagez-les avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Cela signifie beaucoup pour nous. Bienvenue dans Heart of Bikers. C'est parti. Le grondement a commencé doucement, comme un tonnerre lointain roulant à travers les collines de Pennsylvanie. Puis il est devenu plus fort, plus proche, un son qui n'avait pas sa place à Millbrook un mardi matin. Diane Morris était en train de réapprovisionner le présentoir de brioche à la cannelle lorsque Mme Patterson a fait irruption dans la boulangerie, les yeux écarquillés, le visage pâle. « Diane, vous devez voir ça. » La boulangère de 64 ans s'est essuyé les mains sur son tablier et a suivi sa cliente jusqu'à la fenêtre. Ce qu'elle vit la fit frissonner. Des motos. Des dizaines de motos. Non, pas des dizaines. Elle en compta 3 rangées, chacune s'étendant sur toute la longueur de Main Street. 97, Harley Davidson roulait vers sa boulangerie en formation parfaite. Le chrome brillait sous le soleil matinal. Les moteurs vêtus de cuir étaient assis bien droits sur leur selle. Tous portaient le même écusson dans le dos. La tête de mort des Hells Angels, un crâne grimaçant, les ailes déployées. Cela n'arrivait pas dans des villes comme Millbrook. 2400 habitants, un seul feu tricolore, des églises libres, un endroit où tout le monde se connaissait, où la plus grande nouvelle était généralement de savoir qui avait remporté le concours de tarte à la foire du comté. Les motos s'arrêtèrent devant la boulangerie de Diane. Les moteurs s'éteignirent un à un, et le silence soudain semblait plus pesant que le bruit. Les mains de Diane trouvèrent le bord du comptoir et s'y agrippèrent. Sa caisse était ouverte. Elle était en train de compter les recettes de la veille. À travers la vitrine, elle regarda le moteur de tête descendre de sa moto. Grand, peut-être 1,88, le visage buriné, la quarantaine. Une cicatrice lui barrait le visage de la tempe gauche jusqu'à la mâchoire. Il était vêtu de cuir noir de la tête aux pieds. Son gilet était couvert d'écussons qu'elle ne comprenait pas. Quand il retira son casque, des cheveux noirs tombèrent sur ses épaules. Il regarda directement la boulangerie, directement vers elle, et se mit à marcher vers la porte. Derrière lui, 96 autres hommes firent de même. L'esprit de Diane s'emballa. Qu'avait-elle fait? Qui avait-elle offensé? Elle vivait dans cette ville depuis 43 ans, tenait cette boulangerie depuis 25 ans, payait ses impôts, allait à l'église, aidait ses voisins. Elle n'était pas le genre de personne à attirer ce genre d'attention. Mais alors, quelque chose lui revint à l'esprit. Un autre hiver. Il y a 21 ans, un garçon avec un œil au beurre noir et le ventre vide. Une veste volée qui ressemblait à celle que portaient ses hommes. Elle lui avait donné du pain. Elle lui avait donné un abri. Elle lui avait dit quelque chose dont elle ne se souvenait plus très bien, quelque chose qui l'avait fait pleurer. Puis il avait disparu sans laisser de traces, et elle avait passé des années à se demander s'il avait survécu. Le chef du groupe avait tendu la main vers la poignée de la porte. Le cœur de Diane battait à tout rompre. Tous les clients de la boulangerie s'étaient tus. Mme Patterson avait attrapé son sac à main comme si elle s'apprêtait à s'enfuir. Le vieux monsieur Henderson, qui lisait son journal dans le coin depuis 30 ans tous les mardis matins, l'avait plié lentement et posé sur la table. La porte s'ouvrit. L'homme entra. De près, il était plus grand, plus large, mais ses yeux n'étaient pas durs. Il la scrutait, la regardait, comme s'il essayait de résoudre une énigme. Si vous vous êtes déjà demandé si les petits gestes de gentillesse avaient vraiment de l'importance, restez avec moi, car ce que Diane a fait en 2003 est sur le point de boucler la boucle d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée.
L'homme a retiré ses lunettes de soleil. Sa voix était grave, rauque, mais pas désagréable. Diane Morris? Elle a hoché la tête. Sa gorge s'était nouée. Aucun mot ne sortait. Il a regardé autour de lui dans la boulangerie, observant lentement chaque détail. Les brioches à la cannelle refroidissant sur des grilles, les photos sur le mur, des images défraîchies de l'inauguration du magasin où son défunt mari Tom posait fièrement devant la vitrine. Le menu écrit à la craie sur le tableau noir de sa main soignée. Les rideaux à carreaux rouges et blancs qu'elle avait cousus elle-même. L'odeur de levure, de sucre et de café qui caractérisait cet endroit depuis un quart de siècle. Vous vous souvenez avoir nourri un enfant en 2003? Son regard revint sur son visage. 17 ans, battu à mort. Nulle part où aller. La main de Diane se posa sur sa poitrine. Le souvenir qui vacillait devint plus net, plus clair. Le garçon, la vague de froid de janvier, les coups frappés à la porte avant le lever du soleil. Vous lui avez donné du pain, continua l'homme. Sa voix s'était adoucie. Vous lui avez donné un endroit où dormir. Vous lui avez dit quelque chose qu'il n'a jamais oublié. Derrière lui, d'autres hommes entrèrent dans la boulangerie. Ils se déplaçaient silencieusement, respectueusement, mais ils remplirent le petit espace jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus de place pour respirer. Du cuir et du denim et l'odeur de la poussière de la route, des tatouages couvrant les bras, le cou, les mains, des écussons déclarant leur appartenance à des chapitres de ville où elles n'étaient jamais allées. Des visages qui avaient connu une vie difficile, des années difficiles, des choix difficiles. Mais aucun d'entre eux ne semblait menaçant. Ils ressemblaient à des hommes attendant quelque chose d'important. Les mains de Diane tremblaient maintenant. Elle les appuya à plat contre le comptoir pour arrêter les tremblements. « Je me souviens, » murmura-t-elle. Le visage de l'homme changea. Quelque chose dans son expression se fissura. « Tant mieux, dit-il, parce que ce gamin ne t'a jamais oublié non plus. » Les autres clients étaient figés. Madame Patterson avait sorti son téléphone, probablement pour envoyer des SMS à la moitié de la ville. Monsieur Henderson la regardait bouche bée. Une jeune mère avec 2 enfants les avait serrés contre elle. Protectrice. Ils observaient ces hommes étranges envahir leur matinée tranquille, mais l'homme n'avait Dieu que pour Diane. « Ce que vous avez dit à ce garçon, dit-il, est devenu le fondement de tout ce qu'il a construit. » Il fit une pause, jeta un coup d'œil aux hommes derrière lui. Puis il se tourna à nouveau vers elle. « Mais avant de vous expliquer pourquoi nous sommes ici, je dois vous ramener en arrière. Retourner à cet hiver-là, car vous devez comprendre ce que vous avez fait et pourquoi cela a tout changé. » 21 ans plus tôt, Diane Morris était une femme différente. Plus jeune, certes, 43 ans au lieu de 64. Mais plus que cela, elle était rongée par le chagrin, mise à vif par la perte, se tenant à peine debout grâce à ses routines et ses responsabilités, et à son refus obstiné d'abandonner le rêve de son mari décédé. Tom Morris est mort en novembre 2002. Accident de chantier, effondrement d'un échafaudage sur un chantier à Harrisburg. Il avait 45 ans. Ils étaient mariés depuis 22 ans. Il est mort sur le coup, ont dit les médecins. Il n'a pas souffert, ce qui était une consolation. La boulangerie était son idée. Tom avait travaillé dans le bâtiment toute sa vie, mais il avait toujours parlé d'ouvrir une entreprise, quelque chose qu'ils pourraient gérer ensemble, quelque chose qu'ils pourraient laisser à leur fille, Jenny, quand ils ne seraient plus là. En 1988, ils ont acheté la boulangerie en faillite de Main Street, ont investi toutes leurs économies dans des travaux de rénovation et ont ouvert Diane's Bakery au printemps suivant. Tom avait fait tout le travail de menuiserie lui-même. Il avait construit les vitrines, les étagères, le comptoir, installé le four industriel, peint les murs. Ses empreintes étaient partout dans ce bâtiment. Après sa mort, Diane avait pensé à le vendre. Pourquoi continuer à gérer seule une boulangerie, mais Jenny était en 2e année à Penn State et étudiait pour devenir enseignante. Les frais de scolarité n'allaient pas se payer tout seuls. L'hypothèque sur la boulangerie n'allait pas se payer toute seule. Les frais médicaux liés à l'accident de Tom, même avec l'assurance, n'allaient pas se payer tout seuls. Alors Diane se levait tous les matins à 4 heures. Elle pétrissait la pâte. Elle cuisait le pain. Elle préparait des brioches à la cannelle, selon la recette de la mère de Tom. Elle ouvrait à 6 heures et fermait à 18 heures, en faisant semblant d'aller bien. Mais les habitants de la ville savaient. Les petites villes savaient toujours.
Il voyait des cernes sous ses yeux. Il voyait à quel point elle avait maigri. Il la voyait assise seule dans la boulangerie vide après la fermeture, le regard perdu dans le vide. Mais que pouvaient-ils faire? Ils achetaient leur pain, ils lui présentaient leurs condoléances. Ils lui disaient que si elle avait besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, elle n'avait qu'à demander. Puis ils rentraient chez eux, auprès de leur famille intacte, de leur mari vivant et de leur vie simple et sans chagrin. En janvier 2003, Diane dirigeait seule la boulangerie depuis 14 mois. Elle avait trouvé son rythme. 4 heures du matin. Réveil, douche, trajet en voiture jusqu'à la boulangerie dans l'obscurité, ouverture de la porte, allumage des fours, préparation de la première fournée de pain, puis des brioches à la cannelle, puis des pâtisseries, préparation du café à 5h30, allumage des lumières, ouverture de la porte à 6h pile. Elle pouvait désormais faire tout cela les yeux fermés. Parfois, elle se demandait si elle dormait. Si toute cette vie n'était qu'un rêve, elle se réveillerait et trouverait Tom vivant. L'accident, un cauchemar, tout serait revenu à la normale. L'hiver fut rude cette année-là. Le froid de Pennsylvanie, celui qui vous transperçait les os et ne vous lâchait plus. Les températures sont descendues en dessous de 10 degrés pendant 2 semaines d'affilée. Le système de chauffage de la boulangerie avait du mal à suivre. Diane s'habillait en plusieurs couches, avec des sous-vêtements thermiques sous son jean et 2 pulls sous son tablier. Elle laissait les fours allumés en permanence juste pour avoir un peu de chaleur. Derrière la caisse, elle avait collé une photo de Tom, le jeune Tom, Tom à 20 ans, avant les cheveux gris, les problèmes de genoux et l'hypertension. Il souriait sur cette photo. Il souriait vraiment. Le genre de sourire qui vous donnait envie de lui rendre son sourire. Elle parlait parfois à cette photo tard le soir, lorsqu'elle faisait sa caisse. Elle lui racontait sa journée, lui parlait des clients, des appels téléphoniques de Jenny depuis l'université, de sa fatigue, de sa solitude, de certains jours où elle ne savait plus pourquoi elle faisait tout cela. La boulangerie ne répondait pas. Tom ne répondait pas, mais cela l'aidait d'une certaine manière. Dire les mots à voix haute, faire comme si quelqu'un l'écoutait. Elle avait perdu tout ce qui comptait. Son mari, son partenaire, son meilleur ami, l'avenir qu'ils avaient planifié ensemble, la retraite pour laquelle ils avaient économisé, les petits-enfants qu'ils espéraient gâter un jour. Tout cela avait disparu en un après-midi de novembre, lorsqu'un inspecteur de sécurité avait manqué un boulon défectueux et que l'échafaudage s'était effondré. Alors, lorsque le garçon est entré par cette matinée glaciale de janvier, lorsqu'elle a vu quelque chose dans ses yeux, elle a reconnu quelqu'un qui avait été mis à terre et qui ne savait pas comment se relever, et elle a pris une décision. Peut-être était-ce parce qu'elle n'avait pas pu sauver Tom. Peut-être était-ce parce qu'elle avait besoin de sauver quelqu'un, n'importe qui, pour prouver que l'adoption était encore possible. Peut-être était-ce simplement parce que Tom lui avait toujours dit « Nourris-les d'abord, pose les questions plus tard ». Quelle qu'en soit la raison, Diane Morris a ouvert cette porte et tout a changé. Les coups ont commencé à 5h30 du matin. Diane avait les coudes enfoncés dans la pâte, pétrissant la deuxième fournée de pain lorsqu'elle les a entendus. Aigus, insistant, inhabituel. La boulangerie n'ouvrait que dans 30 minutes. Personne ne venait aussitôt. Elle essuya ses mains couvertes de farine sur son tablier et se dirigea vers l'avant, jetant un œil à travers la porte vitrée. Un garçon se tenait dehors, un adolescent, peut-être 17 ou 18 ans. Difficile à dire avec son visage défiguré. Son œil gauche était presque fermé à cause d'un œil au beurre noir, et des marques violettes et noires s'étendaient sur sa pommette. Sa lèvre était fendue, et du sang séché recouvrait le coin de sa bouche. Il portait une veste 2 tailles trop grande et un cuir noir, avec des écussons qu'elle reconnut. Hells Angels Prospect en haut, Pennsylvania en bas, une tête de mort au centre. Mais ce sont ses yeux, le droit encore visible, qui l'ont arrêté. Ce n'étaient pas des yeux en colère, ni des yeux de criminel, juste des yeux épuisés. Le genre de fatigue qui vient quand on court trop longtemps sans savoir où aller. Il ne portait pas de gants. Ses mains, appuyées contre la vitre, étaient rouges de froid, les jointures meurtries et couvertes de croûte. Il n'avait pas de bonnette. Ses cheveux, foncés et hirsutes, étaient saupoudrés de givre. La température extérieure était de 12 degrés. 12 degrés. Et ce gamin se tenait devant sa porte à 5h30 du matin,
l'air d'avoir servi de punching ball à quelqu'un. La première idée de Diane fut d'appeler la police. La deuxième fut de penser à Tom. Tom Morris avait eu une enfance difficile. Foyers d'accueil, foyers collectifs, détention pour avoir volé une voiture à l'âge de 16 ans. Il avait changé de vie, mais il n'avait jamais oublié d'où il venait. Il n'avait jamais oublié ce que c'était que d'être jeune, effrayé et convaincu que le monde entier vous avait abandonné. Nourris-le d'abord, disait-il. Pose les questions après. Et on ne sait jamais qui on sauve. Elle a déverrouillé la porte. Le garçon a sursauté, s'attendant à ce qu'elle lui crie dessus, lui dise de dégager, le menace. Au lieu de cela, elle lui a dit « Entre avant de mourir de froid ». Il a hésité, a regardé derrière lui comme pour vérifier si quelqu'un le surveillait. Puis il est entré dans la chaleur de la boulangerie. De près, il était pire qu'elle ne l'avait pensé. La veste était manifestement volée. Elle pendait sur son corps maigre, les manches dépassaient le bout de ses doigts. Son jean était déchiré aux deux genoux. Ses baskets étaient trouées. Il ne portait pas de chaussettes. Il tremblait. Tout son corps tremblait, probablement d'hypothermie. « Je ne suis pas là pour vous voler, dit-il. Sa voix était rauque. C'est juste que j'ai faim. Je peux travailler. Je peux faire la vaisselle, passer la serpillière, tout ce que vous voulez. Je suis habile de mes mains. Je peux réparer des choses. » Diane remarqua à nouveau ses mains. Les jointures meurtries, la peau gercée, la façon dont elle se tremblait. « Asseyez-vous, » dit-elle en lui montrant la banquette dans le coin. « Asseyez-vous avant de vous effondrer. » Il obéit, se déplaçant comme si chaque muscle lui faisait mal, se glissa dans la banquette et s'enveloppa dans ses bras, toujours tremblant. Diane alla dans la cuisine. Elle ne réfléchit pas, ne pesa pas le pour et le contre. Elle prépara simplement des œufs brouillés avec des œufs, du beurre, du sel, du poivre, du bacon, 6 tranches, croustillantes comme Jenny les aimait, du pain grillé, du pain complet, tout frais, une tasse de chocolat chaud, des guimauves en supplément et un roulé à la cannelle, encore chaud, avec du glaçage qui coulait sur les côtés. Elle apporta le tout à la table sur le plateau préféré de Tom, le bleu avec le bord blanc. Elle posa le tout devant le garçon. « Mange, dit-elle. » Il fixait la nourriture comme s'il n'arrivait pas à croire que c'était réel. Puis il prit la fourchette et mangea rapidement, désespérément, comme quelqu'un qui n'avait pas vu de repas depuis des jours. Diane se détourna pour lui laisser un peu d'intimité, retourna à sa pâte à pain, mais elle l'observait dans le reflet de la vitrine. Il mangea tout, chaque bouchée, lécha le glaçage sur ses doigts, but tout le chocolat chaud. Quand il eut fini, il resta assis là à fixer l'assiette vide, puis ses épaules se mirent à trembler. Pas à cause du froid cette fois. Il pleurait silencieusement, des larmes coulant sur son visage meurtri. « Merci, murmura-t-il. « Merci. » Diane lui apporta un verre d'eau et s'assit en face de lui. « Comment tu t'appelles? » Il s'essuya le visage avec le dos de la main. « Jake. » Elle ne le crut pas, mais elle n'insista pas. « D'où viens-tu, Jake? » Il haussa les épaules. La veste attira à nouveau son attention. L'écusson des Hells Angels. Soit il l'avait volé, soit il avait essayé de rejoindre le gang et ça avait mal tourné. Dans tous les cas, quelqu'un l'avait roué de coups. « Tu as de la famille? » Il secoua la tête. Il avait quitté le système d'aide sociale à l'enfance 4 mois plus tôt. « Je me débrouille seul depuis. » Diane connaissait cette histoire. Tom l'avait vécu. Le système te jetait dehors à 18 ans sans rien. Pas de soutien, pas de filet de sécurité, pas de plan. Juste bonne chance et ne laisse pas la porte te frapper en sortant. Certains enfants s'en sortaient, la plupart non. « Depuis combien de temps n'as-tu pas mangé? » demanda-t-elle. Jake regarda ses mains. 3 jours, peut-être 4. 3 jours. Cet enfant était affamé depuis 3 jours. Diane prit une décision. Peut-être était-ce stupide. Peut-être était-ce dangereux. Peut-être cela lui reviendrait-il en pleine figure. Mais la voix de Tom résonnait dans sa tête. « Nourris-le d'abord. Pose les questions ensuite. »« J'ai un débarras à l'arrière, dit-elle. Il y a un radiateur, quelques cartons, mais je peux faire de la place. C'est sec et chaud. Tu peux rester là si tu travailles. Laver la vaisselle, nettoyer les sols, préparer les ingrédients. Je te paierai le salaire minimum et je te donnerai 3 repas par jour. » Jake redressa brusquement la tête. « Pourquoi ferais-tu ça? » Diane regarda la photo de Tom derrière la caisse.
Parce qu'il fait froid, dit-elle. Parce que tu es le fils de quelqu'un. Parce que je peux, répondit Jake, les yeux à nouveau remplis de larmes. Je travaillerai dur. Je te le promets. Je ne volerai pas. Je ne causerai pas de problème. Je sais, dit Diane, même si elle ne savait pas vraiment. Elle choisissait simplement de croire. Dans la boulangerie. 21 ans plus tard, le moteur en chef tendit la main, ouvrit la fermeture éclair de son gilet en cuir et l'enleva. En dessous, il portait un T-shirt noir. Ses bras étaient couverts de tatouages. Des manches complètes, des deux côtés, des motifs complexes, des crânes, des flammes et des inscriptions qu'elle ne pouvait pas lire à cette distance. Mais c'est sa poitrine qui coupa le souffle à Diane. Juste au-dessus de son cœur, visible à travers le tissu fin de son T-shirt, se trouvait un tatouage représentant un roulé à la cannelle, parfaitement détaillé, avec des volutes brunes dorées, du glaçage blanc coulant, et derrière des ailes d'ange énormes, largement déployées, réalisées avec un tel niveau de détail qu'elle pouvait voir chaque plume. L'homme a vu qu'elle le regardait fixement. Il a souri, cela a transformé son visage, le rendant plus jeune, plus vulnérable. Tu m'as dit quelque chose en janvier, dit-il doucement. La boulangerie était devenue complètement silencieuse. Même la cafetière avait cessé de gargouiller. Tu as dit que tu comptais, petit. Le monde t'a mis à terre. Mais cela ne veut pas dire que tu ne comptes pas. Quelqu'un devrait te le dire. Diane porta la main à sa bouche, ses mots. Elle avait dit exactement ces mots, tard dans la nuit, alors que le garçon Jake était prêt à abandonner. Quand il lui avait dit qu'il n'avait rien, qu'il n'était rien et qu'il ne serait jamais rien. Elle avait arrêté ce qu'elle faisait, l'avait regardé droit dans les yeux et lui avait dit qu'il comptait. Jake, sa voix se brisa. Le sourire de l'homme s'élargit. Mon vrai nom est Marcus. Marcus Cole. Mais oui, j'étais Jake quand je suis entré dans ta boulangerie il y a 21 ans. Quand tu m'as nourri, quand tu m'as laissé dormir dans ton débarras, quand tu m'as payé pour un travail que je faisais à peine, quand tu m'as parlé comme à un être humain et non comme à un déchet. Il fit un pas vers elle. Quand tu m'as sauvé la vie, Diane ne pouvait plus respirer. Elle ne pouvait plus penser. Cet homme grand, marqué de cicatrices et de tatouages, était le garçon maigre de 17 ans dont elle s'était inquiétée pendant 2 décennies. Celui qui avait laissé un mot et avait disparu. Celui pour qui elle avait prié. Celui dont elle espérait qu'il avait trouvé sa voie. « Tu es vivant, murmura-t-elle. Tu es vivant. » Marcus acquiesça. « Grâce à toi. » Les autres motards observaient. 96 hommes s'étaient entassés dans sa petite boulangerie pour assister à ce moment. Certains avaient les larmes aux yeux, des hommes durs, des hommes usés par la route, des hommes qui avaient vu des choses, fait des choses et survécu à des choses. Et ils pleuraient. Si vous croyez au pouvoir des secondes chances, cliquez sur le bouton « S'abonner », car l'histoire de Marcus est sur le point de vous montrer ce qui se passe quand quelqu'un voit la valeur dans ce qui est brisé. Les trolls ne comprendront pas cela, mais vous, oui. Je vous ai cherché pendant 3 ans. Marcus a dit, nous vous avons cherché tous ensemble et nous vous avons enfin trouvé parce que nous avions besoin de vous dire merci. Nous avions besoin de te montrer ce que tu as construit. Nous avions besoin que tu vois ce qui se passe quand une personne choisit la gentillesse. Marcus désigna les hommes qui remplissaient la boulangerie. Ce sont mes frères, les Hells Angels, les sections de la côte Est. Nous sommes 97. Diane les regarda d'un œil nouveau. Ils n'étaient pas menaçants, ils étaient respectueux. Ils se tenaient dans sa boulangerie comme s'ils étaient à l'église. Nous sommes venus ici à moto depuis 8 États différents. Pennsylvanie, New York, New Jersey, Maryland, Virginie, Ohio, Virginie occidentale, Massachusetts. Certains de ces gars sont partis hier à 4 heures du matin et ont roulé toute la nuit parce que je leur ai parlé de vous, de ce que vous avez fait, de la femme qui a nourri un aspirant affamé sans poser de questions. Diane était sous le choc. 97 hommes avaient parcouru des centaines de kilomètres pour se rendre à sa boulangerie. Pour elle, à cause d'un enfant qu'elle avait aidé il y a 20 ans. « Je ne comprends pas, dit-elle. »« Pourquoi? » Marcus prit d'un air grave. « Cet hiver-là, en 2003, je fuyais un club malfamé, des aspirants, pas de vrais Hells Angels. Ils recrutaient des enfants issus de familles d'accueil. Ils leur promettaient une famille, un sentiment d'appartenance, puis ils nous utilisaient comme passeurs de drogue
et nous battaient quand nous ne nous soumettions pas. J'ai essayé de partir et ils m'ont presque tué. J'ai volé cette veste de moteur sur une corde à linge parce que c'était la seule chose chaude que j'avais trouvée. J'étais dans la rue depuis 4 mois. Il fit une pause, baissa les yeux. J'en avais fini, Diane. Ce matin-là, j'ai frappé à ta porte. J'en avais fini. J'avais décidé que ce jour serait mon dernier. J'allais m'enfoncer dans les bois à l'extérieur de la ville et ne plus revenir. J'ai frappé à la porte de ta boulangerie parce que c'était le seul endroit où il y avait de la lumière. Je me suis dit que je pourrais peut-être voler de la nourriture, prendre un dernier repas avant de mettre fin à mes jours. Ces mots frappèrent Diane comme un coup physique. Il avait prévu de se suicider. Ce garçon, cet enfant, mais ensuite tu as ouvert la porte, continua Marcus. Tu n'as pas appelé la police, tu ne m'as pas chassé, tu m'as nourri, tu m'as regardé comme si je méritais d'être nourri. Et cela a brisé quelque chose en moi, quelque chose que j'avais fermé après la mort de ma mère. Il se frotta le visage. La cicatrice sur sa tempe reflétait la lumière. Vous m'avez laissé rester 2 semaines. Vous m'avez payé. Vous m'avez parlé. Vous m'avez parlé de votre mari, du deuil, du choix de continuer même quand tout fait mal. Vous m'avez donné la permission d'être brisé, et puis vous m'avez donné la permission de guérir. Vous m'avez dit que j'avais de l'importance, et personne dans toute ma vie ne m'avait jamais dit cela, et le pensait vraiment. La boulangerie était si calme que Diane pouvait entendre le tic-tac de l'horloge accrochée au mur. Quand je suis parti, Marcus m'a dit, « J'ai gardé ta carte de visite. Je l'ai gardée dans mon portefeuille pendant 16 ans, jusqu'à ce qu'elle se désagrège. Je me suis juré de te retrouver. Je reviendrai quand j'aurai accompli quelque chose qui vaille la peine d'être montré. Quand je serai devenu quelqu'un qui vaille la peine d'être connu. Mais la vie en a décidé autrement. J'ai arrêté de boire. J'ai cherché à obtenir une véritable licence. J'ai gagné mon insigne légitimement. J'ai monté une entreprise. J'ai construit une vie. Et les années ont continué à passer. Je voulais toujours revenir. Je voulais toujours te retrouver. Mais j'avais peur. La voix de Diane était à peine audible. Marcus acquiesça. Peur que tu sois déçu. Peur de ne pas en avoir fait assez. Peur que tu ne te souviennes pas de moi. Mais l'année dernière, un de mes frères m'a demandé pourquoi j'avais créé la fondation. Pourquoi je me souciais autant des enfants perdus. Et je lui ai parlé de toi. Et il m'a dit, « Frère, tu dois retrouver cette femme. Tu dois lui montrer ce qu'elle a construit. » Les premiers jours, Jake parlait à peine. Il travaillait comme quelqu'un qui avait peur d'être renvoyé. Il était debout avant l'arrivée de Diane, déjà en train de balayer quand elle ouvrait la porte à 4h30 du matin. Il lavait chaque assiette 2 fois. Il lavait les sols jusqu'à ce qu'ils brillent. Il a rangé le débarras avec une précision qui l'a surprise. Il mangeait ce qu'elle lui donnait. Il disait toujours merci, puis disparaissait dans l'arrière-boutique. Elle l'entendait bouger tard dans la nuit, agité, incapable de se calmer. Le 3e jour, il a réparé le four. Diane avait l'intention d'appeler un réparateur depuis des semaines. Le thermomètre était défectueux, il affichait 20 degrés de trop, brûlant le dessous de son pain. Elle s'était adaptée, avait appris à compenser, mais Jake l'avait remarqué. Il n'avait pas demandé la permission. Il avait simplement retiré le panneau et commencé à dépanner. 2 heures plus tard, le four fonctionnait parfaitement. « Comment as-tu appris à faire ça? » demanda Diane. Il haussa les épaules. « Les foyers d'accueil, tu répares des choses toi-même ou elles restent cassées. J'ai appris de la plomberie, l'électricité, la menuiserie, tout ce qui me rendait utile. Utile comme si sa valeur était déterminée par ce qu'il pouvait apporter. » Diane reconnaissait cet état d'esprit. Tom avait été pareil. La première semaine a laissé place à la deuxième. Les ecchymoses sur le visage de Jake sont passés du violet foncé au jaune vert. Il a commencé à manger davantage, à prendre du poids. Les tremblements constants ont cessé. Il dormait toute la nuit au lieu de se réveiller en sursaut toutes les heures. Diane se surprit à apprécier cette compagnie tranquille, à avoir quelqu'un dans la boulangerie qui avait besoin d'elle, qui lui donnait un but au-delà du simple fait de faire son travail. Un soir, tard, alors qu'il rangeait, elle lui parla de Tom, de l'accident de chantier, de l'échafaudage qui n'avait pas été inspecté correctement, des funérailles auxquelles la moitié de la ville avait assisté parce que Tom Morris connaissait tout le monde et que tout le monde l'aimait, du poids écrasant d'essayer de faire tourner la boulangerie seule. « C'était un homme bon, dit-elle en essuyant le comptoir pour la 3e fois. Il a eu une enfance difficile, comme toi.
Il a réussi à se construire une vie. Il disait toujours que les gens n'étaient pas jetables. Il disait que tout le monde méritait une chance. Jake resta silencieux pendant un long moment. Puis ma mère est morte quand j'avais 9 ans. Overdose. On l'a trouvée dans la salle de bain. On a appelé les secours, mais elle était déjà partie. Le cœur de Diane se brisa. 9 ans. Je suis désolé, dit-elle. C'est trop jeune, c'est trop lourd à porter. Il acquiesça. Il continua à faire la vaisselle, puis fut placé en famille d'accueil. 11 foyers différents en 8 ans. Certains étaient corrects, la plupart ne l'étaient pas. À 18 ans, il a atteint l'âge limite. Il vous donne un sac poubelle rempli de vêtements et un ticket de bus, puis vous souhaite une bonne chance. C'est tout. Pas de famille, pas de soutien, pas de projet. Diane posa son chiffon. Et la veste? L'écusson des Hells Angels. Il serra les mâchoires. J'ai rencontré des types près de Pittsburgh. Ils m'ont dit qu'ils étaient des Hells Angels, qu'ils prendraient soin de moi, qu'ils me donneraient une famille. En fait, c'étaient des wannabes, des petits dealers qui utilisaient ce nom. Ils voulaient des passeurs de drogue. J'ai refusé. Ils m'ont tabassé. Je me suis enfui. J'ai volé la veste sur un fil à linge parce que l'hiver arrivait et que je n'avais pas de manteau. Il toucha sa lèvre fendue. Elle était déjà en train de cicatriser. Ils m'ont rattrapé à Harrisburg. Ils m'ont fait ça. Ils m'ont dit que la prochaine fois, ils me tueraient. Alors j'ai continué à fuir. La conversation qui a tout changé a eu lieu le 13e jour. Jake était frustré, en colère contre lui-même. Il avait fait tomber un plateau de pain en train de refroidir, ruinant Simish. C'était un accident, mais il était en pleine spirale négative. « Je ne vaux rien », marmonna-t-il en nettoyant le désordre. « Je ne sais rien faire correctement. Je ne sais pas garder un emploi. Je ne sais pas rester au même endroit. Je ne sais même pas porter un fichu plateau sans tout gâcher. » Diane a arrêté ce qu'elle était en train de faire. Elle s'est approchée, elle l'a forcé à la regarder. « Écoute-moi. Le monde t'a mis à terre, je comprends. La vie t'a donné de mauvaises cartes. Ta mère est morte. Le placement en famille d'accueil t'a laissé tomber. Des hommes qui auraient dû te protéger t'ont fait du mal. Mais cela n'efface pas ta valeur. Tu comptes, Marcus. » Il cligna des yeux. « Je m'appelle Jake. »« Non, dit-elle doucement. Tu t'appelles Marcus. Tu me l'as dit il y a 3 jours. Quand tu étais à moitié endormi, tu t'es appelé Marcus, alors je t'appelle Marcus. Et je te dis que tu comptes. Tu comptes parce que tu es là, parce que tu fais des efforts, parce que sous toute cette douleur, il y a un bon garçon qui mérite une chance. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Personne ne m'avait jamais dit ça. La voix de Diane était ferme. Alors ils avaient tort. Toutes les personnes qui t'ont fait croire que tu ne comptais pas avaient tort. Elle s'assit en face de lui dans la cabine. La même cabine où elle lui avait donné à manger le premier matin. « Tu penses que je t'ai gardé ici parce que j'avais besoin d'aide? »« Chérie, je gère cette boulangerie seule depuis plus d'1 an. Je peux m'en sortir. Je t'ai gardé ici parce que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider plus que j'avais besoin d'aide. Tu m'as donné un but quand j'avais perdu le mien. Tu m'as donné une raison de me lever le matin, au-delà de la simple routine. Alors ne me dis pas que tu ne vaux rien. Tu m'as sauvé autant que je t'ai sauvé. » Marcus s'est effondré et a pleuré comme l'enfant qu'il était encore. Diane ne l'a pas pris dans ses bras, car il n'était pas prêt pour cela. Mais elle s'est assise à côté de lui a tendu des serviettes et l'a laissé pleurer jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à pleurer. Quand il a enfin levé les yeux rouges et gonflés, elle a repris la parole. « Demain, tu vas te réveiller et faire un choix. Rester brisé ou commencer à reconstruire. Je ne peux pas faire ce choix à ta place. Mais si tu choisis de reconstruire, je t'aiderai autant que possible. » Cette conversation a duré 17 minutes, mais elle a donné à Marcus une base sur laquelle il allait passer les 21 années suivantes à construire. 3 jours plus tard, il est parti. Diane a trouvé le mot à 5 heures du matin, glissé sous la caisse enregistreuse. « Tu m'as sauvé la vie. Je vais te rendre fier. Je te retrouverai quand j'aurai accompli quelque chose qui vaille la peine d'être montré. » Elle a conservé cette note dans un tiroir pendant 2 décennies. Elle ne l'a jamais jetée. Et je n'ai jamais cessé d'espérer qu'il allait bien. Le matin où Marcus est parti, Diane est arrivée à 4 heures du matin et a trouvé la réserve vide, propre, mieux rangée qu'avant son arrivée. Le radiateur était débranché et poussé contre le mur. Les couvertures étaient pliées. Ses quelques possessions avaient disparu. Pendant un instant,
La panique s'est emparée d'elle. Était-il arrivé quelque chose? Les hommes qui l'avaient entendu l'avaient-ils trouvé? Puis elle a vu l'enveloppe sur le comptoir, son nom écrit en lettres majuscules soignées. À l'intérieur se trouvait le mot et 200 dollars en espèces. Chaque centime qu'elle lui avait payé, plus les 20 dollars supplémentaires qu'elle avait glissés dans son dernier chèque de paie. Il avait tout laissé. Les mains de Diane tremblaient tandis qu'elle lisait ces mots. Vous m'avez sauvé la vie. Je vais vous rendre fier. Je vous retrouverai quand j'aurai accompli quelque chose qui vale la peine d'être montré. Merci de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir nourri. Merci de m'avoir dit que je comptais. Je n'oublierai jamais. Marcus pleura-t-elle dans son café ce matin-là. Elle pleura en pétrissant la pâte. Elle pleura pendant que la première fournée de pain cuisait. Madame Patterson arriva à 6h30 et la trouva les yeux rougis et épuisés. « Ça va, ma chérie? » demanda la vieille dame. Diane acquiesça, mentit, juste fatiguée. Elle voulait parler à quelqu'un de Marcus, du garçon qu'elle avait aidé, de l'espoir qu'elle avait qu'il s'en sorte. Mais et si elle se trompait? Et s'il n'avait pas survécu? Et si le fait de raconter son histoire portait malheur? Elle garda donc le secret. Elle rangea son mot dans un tiroir. Elle garda sa carte de visite, celle sur laquelle elle avait écrit son numéro, glissée dans la caisse, dans l'espoir qu'il l'appelle. Il ne le fit jamais. Les jours se transformèrent en semaines. Les semaines se transformèrent en mois. Diane reprit sa routine. Elle cuisinait du pain, servait les clients, perpétuait le rêve de Tom. Elle pensait souvent à Marcus, se demandait s'il avait trouvé du travail, s'il mangeait suffisamment, s'il allait bien. Elle priait pour lui, même si elle n'était pas particulièrement croyante. Elle envoyait simplement ses espoirs dans l'univers, espérant que celui qui l'écoutait veillerait sur lui. Jenny rentra de l'université pour les vacances de printemps et remarqua quelque chose de différent. « Tu sembles plus légère, maman, dit-elle. » Diane sourit. « Peut-être que je le suis. » Elle n'expliqua pas, ne pouvait pas expliquer. Mais Marcus lui avait donné quelque chose, un but, de l'espoir. Le rappel que la gentillesse comptait, qu'elle comptait, que la philosophie de Tom, nourrir d'abord et poser des questions ensuite, pouvait changer des vies. Elle n'avait simplement jamais imaginé combien de vies. Ni que 21 ans plus tard, Marcus amènerait 96 frères à sa porte pour le prouver. « Après mon départ, dit Marcus, debout au milieu de la boulangerie de Diane. Je suis allé à Pittsburgh, j'ai trouvé du travail dans une équipe de construction, au noir, payé en espèces, sans poser de questions. J'étais doué de mes mains, comme je te l'avais dit. Charpente, électricité, plomberie, je travaillais 12 heures par jour. Je dormais dans une chambre que je louais à la semaine. J'économisais chaque dollar. J'ai commencé à penser que je pouvais peut-être y arriver. Que tu avais peut-être raison, que j'avais peut-être de l'importance. » Il a souri à ce souvenir. Puis j'ai rencontré Dutch, l'un des moteurs, un homme plus âgé, avec une barbe grise qui lui descendait jusqu'à la poitrine, a levé la main. « C'est moi, a-t-il dit. » Sa voix était étonnamment douce. « Dutch Keller, Pittsburgh Charter. » Marcus lui a fait signe. Dutch travaillait sur le même chantier. Vétéran du Vietnam. Hells Angel depuis 1973. Un jour, il m'a vu déjeuner seul et s'est assis, a commencé à parler, a découvert que j'avais 18 ans, que je vivais seul, que je n'avais personne. Il n'a pas fouiné, n'a pas jugé, il a juste parlé. Et quand le travail a pris fin, il m'a donné sa carte et m'a dit « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. » Dutch a pris la parole. Le gamin dormait dans une chambre sans chauffage. C'était l'hiver à Pittsburgh. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Marcus a continué. 6 mois plus tard, j'ai donné suite à sa proposition. J'ai appelé Dutch pour lui demander s'il connaissait quelqu'un qui embauchait. Il m'a répondu, « Mieux que ça, viens te prospecter pour nous, les vrais Hells Angels, pas la racale que tu as fui. » J'ai failli dire, « Non, le traumatisme causé par ce club d'imitateurs était encore trop frais. » Mais Dutch m'a promis que ce serait différent, une vraie fraternité, une vraie loyauté, une vraie famille. Il a fait une pause et a regardé Diane. Tout ce que tu m'as appris sur la valeur, sur le fait de mériter une chance, je m'y suis accroché. Alors j'ai dit oui. J'ai été prospect pendant 2 ans, de 2003 à 2005. J'ai gagné mon écusson légitimement. J'ai prouvé que j'avais du caractère. J'ai prouvé que j'avais du cœur.
Je suis devenu membre à part entière à 20 ans. La fierté dans sa voix était indéniable. J'ai eu des emplois légitimes, mécanicien, welder. J'ai fini par ouvrir mon propre magasin de motos personnalisé en 2009. Je l'ai construit à partir de rien. Je l'ai appelé Second Chance Cycles. La gorge de Diane s'est serrée. Second Chance. Le magasin marchait bien. Marcus a dit « Très bien ». Des motos tout haut de gamme, des clients célèbres, des articles dans les magazines. Mais pendant tout ce temps, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que tu m'avais dit, que j'avais de l'importance, que briser ne signifiait pas sans valeur. Alors, j'ai commencé à accueillir des jeunes qui sortaient du système d'aide sociale à l'enfance, des enfants des rues, des jeunes que tout le monde avait abandonnés. Je leur ai appris la mécanique, je leur ai donné du travail, je les ai payés correctement, je les ai traités comme des êtres humains. Un autre moteur s'est avancé, plus jeune, peut-être la trentaine, avec un regard bienveillant. Je m'appelle Tommy. Marcus m'a embauché il y a 8 ans. J'avais 25 ans, je sortais de prison. Personne ne voulait de moi. Il m'a donné ma chance. Maintenant, je dirige mon propre magasin à Baltimore. Je recrute pour le club grâce à lui. Marcus posa une main sur l'épaule de Tommy. Tommy n'était ni le premier, ni le dernier. En 15 ans, j'ai embauché peut-être 60 jeunes. Certains n'ont pas réussi, d'autres n'ont pas tenu le coup, mais certains sont devenus incroyables. Mécaniciens, soudeurs, propriétaires de magasins, Hells Angels. Chacun d'entre eux a entendu la même chose que moi de votre part. Vous comptez. Il a baissé le col de son T-shirt pour montrer davantage son tatouage en forme de brioche à la cannelle. Je l'ai fait en 2006, 3 ans après avoir quitté votre boulangerie. Le tatoueur m'a pris pour un fou. Une brioche à la cannelle avec des ailes d'ange. Mais je lui ai raconté l'histoire de la femme qui m'avait nourri, à propos des brioches à la cannelle chaque matin. De la première fois où j'avais senti que quelqu'un se souciait de ma vie ou de ma mort, il l'a fait gratuitement. Il a dit que c'était la plus belle chose qu'il ait jamais entendue. Diane pleurait maintenant. Elle ne pouvait plus s'arrêter. Les larmes coulaient sur son visage et tombaient sur son tablier. « Je n'ai rien fait de spécial », murmura-t-elle. Marcus secoua la tête. « Tu as tout fait. Tu voyais de la valeur dans rien. Tu as donné de l'espoir aux désespérés. Tu as sauvé une vie qui en a sauvé 60 autres. Et ces 60 en sauveront 600. Et ces 600 en sauveront 6000. Parce que la gentillesse ne s'arrête pas là, Diane. Elle se multiplie. » Commentaire. Les secondes chances sont importantes si vous croyez que les personnes brisées peuvent construire de belles choses, car ce que Marcus a construit ensuite va vous épater. Il y a 10 ans, Marcus a poursuivi. J'ai commencé quelque chose de plus grand, quelque chose qui t'aurait rendu fier, quelque chose qui va changer ta vie aujourd'hui. Marcus a sorti son téléphone, a tapé sur l'écran, a ouvert un site web et l'a tourné vers Diane. L'en-tête indiquait Second Wind Foundation créée en 2014. En dessous, des photos d'enfants apprenant à souder, d'enfants dans des salles de classe, d'enfants dans des logements de transition, d'enfants souriants, épanouis, vivants. C'est ce que j'ai construit, dit Marcus. Avec l'aide de Dutch, avec l'aide de ma section, avec l'aide des sections de toute la côte Est, une fondation qui aide les enfants qui sortent du système de placement familial. Nous leur offrons un logement, une formation professionnelle, un mentorat, une thérapie, tout ce que je n'ai pas eu, tout ce que tu as essayé de me donner. Diane fixait l'écran, les visages d'adolescents qui ressemblaient à celui de Marcus, perdus, effrayés, espérant quelque chose de mieux. Nous avons aidé plus de 400 enfants en 10 ans, a poursuivi Marcus. 400 enfants qui ont atteint l'âge limite du système sans rien. Nous leur avons donné quelque chose, un endroit où atterrir. Des gens qui se souciaient d'eux. Et tu sais quoi? Nous le disons à chacun d'entre eux. Nous leur disons ce que tu m'as dit. Tu comptes. Le monde t'a mis à terre, mais cela ne signifie pas que tu ne comptes pas. Il a fait défiler le site web, des histoires de réussite. Une fille nommée Maya, aujourd'hui infirmière. Un garçon nommé Dante, aujourd'hui soudeur. Un enfant non-binaire nommé River, aujourd'hui graphiste. Des visages, des noms, des avenirs qui ont failli ne jamais voir le jour. Chacun de ces enfants connaît votre histoire. Marcus a déclaré, « À chaque nouvelle admission, je raconte votre histoire, celle de la femme de Pennsylvanie qui a nourri un enfant affamé, qui n'a posé aucune question, qui a vu de la valeur là où il n'y en avait pas.
Votre histoire est notre histoire fondatrice. La raison pour laquelle nous faisons cela, Diane ne pouvait pas parler. Elle couvrait sa bouche de ses mains. L'ampleur de la chose, l'effet boule de neige provoqué par le fait d'avoir nourri un garçon il y a 21 ans, était trop difficile à assimiler. Marcus fit un geste vers les 96 hommes qui remplissaient la boulangerie. Vous voulez savoir pourquoi nous sommes 97 ici? Sa voix s'éleva, remplissant l'espace. Parce que j'ai raconté votre histoire lors d'une réunion régionale l'année dernière. Je leur ai parlé de vous, de ce que vous avez fait. Et 72 de ces hommes ont levé la main. 72 ont dit qu'ils avaient vécu des histoires similaires. Quelqu'un qui les avait aidés alors qu'ils n'avaient rien, un repas, un endroit où dormir, un mot gentil. Quelqu'un qui les avait vus alors qu'ils étaient invisibles. Un par un, les hommes y ont commencé à parler. Des témoignages rapides, des voix rauques d'émotion. Une femme du Delaware m'a donné un emploi quand je suis sorti de prison. Un homme de New York m'a laissé dormir dans son garage pendant 3 mois. Un enseignant du New Jersey a payé mon examen GED. Une serveuse du Maryland m'a donné à manger tous les jours pendant 1 semaine quand j'étais sans abri. Et ainsi de suite. Des histoires d'inconnus qui ont fait preuve de gentillesse envers des garçons brisés, qui ont grandi pour devenir des Hells Angels, qui sont devenus des frères, qui sont devenus des hommes qui ont rendu l'appareil. Nous vous recherchons depuis 3 ans, a déclaré Marcus lorsque le dernier homme a terminé. Tu as déménagé, vendu ta vieille maison, changé de numéro de téléphone, supprimé ton compte Facebook. Nous avons engagé un détective privé. Nous avons fini par te retrouver grâce au registre foncier. Nous avons découvert que tu étais toujours propriétaire de cette boulangerie. Nous avons donc organisé tout ça. Nous étions 97, venus de 8 États différents. Pennsylvanie, New York, New Jersey, Maryland, Virginie, Ohio, Virginie occidentale, Massachusetts. Nous sommes partis à des moments différents. Nous nous sommes retrouvés à l'extérieur de la ville. Nous sommes entrés ensemble car nous devions faire les choses correctement. Diane a trouvé sa voie. Faire les choses correctement. L'expression de Marcus est devenue sérieuse, déterminée. 3 choses. Premièrement, vous remerciez au nom de tous les enfants que vous avez aidés, de tous les repas que vous leur avez donnés, de toutes les paroles aimables que vous leur avez adressées. Merci. Vous avez changé ma vie. Vous avez changé 400 vies. Vous avez changé la vie de toutes les personnes présentes dans cette pièce. Nous sommes venus ici pour vous remercier en personne, pour vous montrer que la gentillesse a des répercussions, qu'une seule personne qui choisit de voir la valeur des autres peut changer le monde. Il a continué en vous présentant à la famille. Tous les hommes présents dans cette pièce font partie de la Second Wind Foundation, soit en tant que mentor, soit en tant que personne ayant suivi le programme. Nous voulions que vous les rencontriez pour voir ce que vous avez construit, pour comprendre que vous n'êtes pas simplement une femme qui tenait une boulangerie. Vous êtes la raison pour laquelle 400 enfants ont un avenir. Les hommes ont hoché la tête. Certains se sont essuyés les yeux. Des hommes durs, des hommes dangereux, des hommes qui avaient mené une vie difficile, et ils pleuraient dans une petite boulangerie de Pennsylvanie à cause d'une veuve qui avait nourri un enfant sans abri. Et troisièmement, dit Marcus en fouillant dans la poche de son gilet, il sortit une épaisse enveloppe pour vous remettre quelque chose qui va changer votre vie, quelque chose que vous méritez absolument, quelque chose qui vous permettra de continuer à faire ce que vous faites le mieux, avoir la valeur chez les gens que tout le monde ignore. Il lui tendit l'enveloppe. Elle avait l'air officielle et lourde. Les mains de Diane tremblaient lorsqu'elle la prit. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Marcus sourit, le même sourire vulnérable qu'il avait à 17 ans. « Ouvre-la, dit-il, parce que ce qu'il y a à l'intérieur va te montrer ce que 400 enfants, 97 Hells Angels et un homme reconnaissant pensent que tu vaux. » Mais avant que Diane n'ait pu l'ouvrir, la porte de la boulangerie s'ouvrit à nouveau. Quelqu'un d'autre entra. Quelqu'un que Diane ne s'attendait pas à voir. Quelqu'un qui fit se retourner Marcus et sourire. « Ça tombe à pic, dit-il. » Et le cœur de Diane s'arrêta lorsqu'elle vit qui c'était. La jeune femme avait environ 25 ans. Elle avait le regard nerveux. Elle tenait un bébé de 6 mois environ, vêtu d'une grenouillère rose sur la hanche. Elle regarda les 97 motards et se figea. Marcus lui fit signe d'avancer. « Tout va bien, Sarah. Entrez. Voici Diane. »
La femme, Sarah, fit un pas hésitant à l'intérieur. Le bébé gazouilla et tendit la main vers les brioches à la cannelle dans la vitrine. Sarah sourit malgré sa nervosité. Madame Morris? Sa voix était douce, incertaine. Je suis Sarah. Sarah Friedman. Diane secoua la tête. Je suis désolé. Je ne pense pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Les yeux de Sarah se rempliront de larmes. Non, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Mais vous connaissiez mon frère. En 2008, il était sans domicile, toxicomane, et essayait de se désintoxiquer. Vous lui avez donné du pain de la veille tous les matins pendant 2 mois. Vous n'avez jamais rien demandé en échange. Vous lui tendiez simplement un sac par la porte arrière avant d'ouvrir. Les souvenirs remontèrent lentement à la surface. Un jeune homme d'une vingtaine d'années. Des traces de piqûres sur les bras, les yeux creux. Il avait frappé à la porte arrière un matin. Il lui avait demandé si elle avait du pain rassis, quelque chose qu'elle allait jeter. Elle jetait le pain de la veille depuis des années. C'était une règle sanitaire, mais il était encore bon, encore comestible. Elle avait donc commencé à le garder pour lui. Je m'en souviens, dit Diane doucement. Il était blond. Finn m'a dit qu'il s'appelait Chris. Sarah acquiesça, les larmes coulant sur ses joues. Christopher Friedman, mon frère aîné. Il est mort il y a des années. Overdose. Il était clean depuis 18 mois. La plus longue période de sa vie, mais il a rechuté. Cette fois, ça l'a tué. Les mots restaient en suspendus dans l'air. Une autre vie perdue. Une autre famille brisée. Je suis vraiment désolé, murmura Diane. Sarah secoua la tête. Ne soyez pas désolé. Pendant ces 18 mois, il était redevenu lui-même. Il avait trouvé un appartement, un travail. Il m'avait appelé. Nous avions parlé. Il m'avait parlé de vous. De la femme de la boulangerie qui le traitait comme une personne, qui ne le jugeait pas, qui lui donnait à manger quand il mourait de faim. Elle changea le bébé de hanche. Il m'a dit, vous lui avez sauvé la vie. Ces 2 mois pendant lesquels il a su que quelqu'un se souciait de lui ont donné la force d'essayer la désintoxication. Il y est allé, il s'est désintoxiqué, et même s'il n'est pas resté sobre pour toujours, il a eu 18 bons mois. 18 mois pendant lesquels il était redevenu mon frère, pendant lesquels j'ai appris à le connaître, pendant lesquels il a pu être humain. C'est grâce à toi le cœur de Diane se serra. J'aurais aimé pouvoir faire plus. Sarah sourit à travers ses larmes. Tu en as fait assez, plus qu'assez, et c'est pour ça que je suis ici. Elle regarda Marcus. J'ai trouvé la fondation Second Wind sur les réseaux sociaux. Il y a 2 ans, j'étais enceinte, seule, terrifiée. Mon petit ami m'avait quitté. Ma famille m'avait coupé des vivants à cause de la dépendance de Chris. Je n'avais plus rien. La fondation m'a aidé, m'a donné un endroit où vivre, m'a aidé à obtenir mon GED, m'a trouvé une formation professionnelle, une garderie. Maintenant, je travaille comme assistante médicale. J'ai mon propre appartement. J'élève ma fille. Je suis stable et c'est grâce à la fondation que Marcus a créée. La fondation que tu as inspirée. Le bébé tendit les bras vers Diane. Sarah rit. Elle t'aime bien. Diane prit le bébé sans réfléchir. Elle le serra contre elle. Elle huma cette douce odeur de bébé. L'enfant a attrapé les cordons de son tablier et lui a fait un sourire édenté. Elle s'appelle Diane, a dit Sarah doucement. Je l'ai nommée en ton honneur. En l'honneur de la femme qui a vu mon frère comme un être humain, qui lui a donné de la dignité alors qu'il n'en avait pas. Je ne pourrai jamais te remercier assez, mais je peux m'assurer qu'elle sache qui tu es, m'assurer qu'elle sache que la gentillesse compte. Marcus a laissé Diane tenir le bébé Diane pendant un long moment. Laisse le poids de cette expérience s'installer. Puis il prit délicatement l'enveloppe qu'elle avait posée sur le comptoir et la lui tendit à nouveau. Sarah n'est pas la seule ici à être là grâce à vous, dit-il. Il y a actuellement 17 personnes dans cette boulangerie qui ont été directement touchées par votre gentillesse. 17 personnes dont la vie a changé parce que vous avez choisi de les voir, de les nourrir, de leur dire qu'elles comptaient. Il glissa l'enveloppe dans sa main libre. Ouvrez-la. Diane jongla entre le bébé et l'enveloppe. Madame Patterson s'approcha, les bras tendus. Tiens, chérie, laisse-moi la tenir pendant que tu regardes. Diane lui tendit la petite Diane et ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des états financiers, des photos d'un bâtiment. Elle retint son souffle. Le premier document était un acte de propriété. Un immeuble commercial dans le centre-ville de Pittsburgh, 3 étages, façade en briques, belle architecture, et en haut, en lettres grasses, propriétaire. Diane Morris,
Elle leva les yeux perplexes. Qu'est-ce que c'est? Marcus s'approcha. Nous avons acheté un immeuble. 72 sections des Hells Angels ont récolté des fonds. Des sponsors, des dons privés, 3 ou 2 millions de dollars. Nous avons acheté un immeuble à Pittsburgh et il est à toi. Les genoux de Diane se dérobèrent sous elle. Monsieur Henderson se leva d'un bond et lui apporta une chaise. Elle s'assit lourdement. Je ne comprends pas. Marcus s'agenouilla à côté d'elle et la regarda dans les yeux. Nous ouvrons le centre Diane Morris Second Wind, un lieu qui hébergera des enfants sortant du système d'aide sociale à l'enfance, leur offrira une formation professionnelle, des conseils, tout cela au même endroit. Au rez-de-chaussée, formation professionnelle, mécanique, soudure, menuiserie. Au premier étage, logement de transition, 12 lits. Au deuxième étage, centre de conseil et bureau administratif. Diane fixait des papiers portant son nom sur l'acte de propriété. Mais je ne peux pas, je ne sais pas comment gérer un tel établissement. Marcus sourit. Vous l'avez déjà fait ici. Pendant 25 ans, vous avez dirigé un endroit où les personnes brisées se sentaient en sécurité, où elles étaient nourries, où elles étaient valorisées. C'est ça le programme. Tout le reste n'est que logistique. Vous avez sorti d'autres papiers. Nous avons embauché du personnel, un directeur, des conseillers, des formateurs professionnels. Mais voilà le truc, Diane. Nous ne voulons pas que vous en soyez simplement propriétaire. Nous voulons que vous le dirigiez. Soyez au cœur de ce projet. Faites ce que vous faites le mieux. Rencontrez les gens, nourrissez-les, dites-leur qu'ils comptent. Diane ne pouvait plus respirer. Elle ne pouvait plus penser. L'ampleur de ce qu'il lui demandait, de ce qu'il lui offrait, était écrasante. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. Marcus lui serra la main. « Si, vous pouvez. » Diane s'assit à l'une des tables de la boulangerie. Ses jambes ne la soutenaient plus. L'enveloppe était ouverte devant elle. Les papiers s'étalèrent sur la table comme la preuve de quelque chose d'impossible. 97 Hells Angels la regardaient, attendant. Elle sentait le poids de leurs attentes peser sur ses épaules comme une chose physique. « Je ne peux pas, » dit-elle. Sa voix était faible, fragile. « Je ne peux pas faire ça. Je ne suis qu'une boulangère. Je ne sais pas comment gérer un programme comme celui-là. Je ne sais rien des logements de transition, de la formation professionnelle ou du conseil. Je fais des brioches à la cannelle. C'est tout ce que je sais faire. » Marcus tira une chaise et s'assit en face d'elle, comme elle s'était assise en face de lui 21 ans auparavant, alors qu'il s'effondrait dans cette même cabine. « Tu l'as déjà fait, » dit-il doucement. « Ici même, pendant 21 ans. Tu participais à un programme. Tu ne l'appelais simplement pas ainsi. » Diane secoua la tête. « Je t'ai donné du pain et un endroit où dormir. Ce n'est pas diriger un programme. » Marcus se pencha en avant. « Tu m'as vu. C'est ça, le programme. Tout le reste n'est que logistique. Les bâtiments, les budgets, le personnel, ce ne sont que des détails. L'essentiel, c'est de voir les gens, de les valoriser, de leur dire qu'ils comptent. Tu sais déjà comment faire ça. » Dutch, le vétéran à la barbe grise, s'avança. Sa voix était douce mais ferme. « Madame, vous avez appris à cet homme à voir la valeur des choses brisées. Il nous l'a enseigné. Nous l'enseignons aux enfants. C'est ça le programme. Ça a toujours été ça. Une personne qui voit une autre personne et décide qu'elle vaut la peine qu'on s'y intéresse. » Un autre moteur prit de la parole. Jesse, un capitaine de route aux yeux bienveillants et à la gorge balafrée. « Je suis le mentor de 6 enfants actuellement, par le biais de la Fondation. J'ai tout appris de Marcus. Il l'a appris de vous. Je dis à ces enfants la même chose que vous lui avez dite. Vous comptez. Et vous savez quoi? 3 d'entre eux s'épanouissent aujourd'hui. L'un est à l'université, un autre travaille dans le bâtiment, un autre est sur le point de devenir membre de mon chapitre. » Tommy, le jeune moteur qui avait pris la parole plus tôt, s'est approché. « Madame Morris, j'étais l'un de ses enfants. Il y a 2 ans, j'ai quitté le foyer d'accueil avec 300 $ et un sac poubelle rempli de vêtements. La Fondation m'a accueilli. Marcus m'a appris à souder, m'a donné un travail, m'a traité comme si j'avais de la valeur. Aujourd'hui, je dirige mon propre magasin à Baltimore. Je suis Patchton. J'ai des frères. J'ai une vie. C'est parce que Marcus m'a vu comme vous l'avez vu. C'est vous qui avez commencé tout ça. Vous ne le saviez pas, c'est tout. L'un après l'autre, d'autres hommes ont raconté brièvement leur histoire. Des fragments de vie changés par des inconnus qui leur avaient témoigné de la gentillesse.
Une femme dans le Delaware, un homme à New York, un enseignant, une serveuse, un mécanicien. Des gens qui avaient une vue de la valeur là où il n'y en avait pas et qui avaient tout changé. Diane les écouta tous. Elle entendit le schéma, le fil conducteur qui reliait chaque histoire. Quelqu'un s'était soucié d'eux alors que personne d'autre ne le faisait. Quelqu'un les avait vus alors qu'ils étaient invisibles. Quelqu'un avait fait preuve de gentillesse alors qu'il aurait été plus facile de détourner le regard. Mais la peur était toujours là, serrée dans sa poitrine. « Et si j'échoue ?» demanda-t-elle. Sa voix se brisa. « Et si je ne peux pas faire ce que vous pensez que je peux faire? Et si je déçois ces enfants? Et si je n'étais pas à la hauteur? » Marcus tendit la main par-dessus la table et lui prit la main. Sa prise était forte, ferme. « Tu crois que je n'étais pas terrifié quand Dutch m'a invité à devenir prospecteur? Tu crois que je ne restais pas éveillé la nuit à me demander si j'allais tout gâcher? Tu crois que les premiers enfants que j'ai essayé d'aider ne m'ont pas fait mourir de peur? Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je savais juste ce que tu avais fait pour moi et j'ai essayé de faire la même chose. » Il la regarda dans les yeux. « Tu m'as dit autre chose cette nuit-là, alors que j'étais assis, convaincu que je ne valais rien. Tu m'as dit, demain, tu te réveilleras et tu choisiras, rester brisé ou commencer à reconstruire. Je ne peux pas faire ce choix à ta place. Tu te souviens? » Diane acquiesça. Elle s'en souvenait. « Je te demande de choisir, Diane. Tu peux rester ici. Continuer à gérer cette boulangerie. Une vie tranquille. Il n'y a aucune honte à cela. Ou tu peux construire quelque chose qui te survivra, quelque chose qui sauvera des enfants qui sont assis dans des débarras en ce moment même, se demandant s'ils comptent. Je ne peux pas faire ce choix à ta place. Mais je peux te dire que tu en es capable, que tu es exactement celle dont ces enfants ont besoin, que tu as fait ce travail toute ta vie sans le savoir. » Avant que Diane n'ait le temps de répondre, la porte de la boulangerie s'ouvrit brusquement. Une femme se fraya un chemin à travers la foule de motards, les yeux écarquillés d'inquiétude et de confusion. Maman Jenny Morris bouscula deux motards qui s'écartèrent rapidement. Elle avait maintenant 43 ans, était enseignante à l'école primaire Millbrook et vivait toujours à 20 minutes de la ville avec son mari et ses deux adolescents. Madame Patterson l'avait appelée 10 minutes plus tôt, essoufflée et dramatique, lui disant que les Hells Angels encerclaient la boulangerie et Diane était en larmes. Jenny avait quitté l'école en plein cours, conduisant comme une folle, s'attendant au pire. « Que se passe-t-il? Tu vas bien? Ils t'ont fait du mal. » Elle s'arrêta lorsqu'elle vit le visage de sa mère. Elle n'était ni blessée, ni effrayée, juste bouleversée. Elle pleurait, oui, mais elle n'avait pas peur. Elle pleurait. Et l'homme assis en face d'elle, il n'était pas menaçant. Il regardait Diane comme si elle était quelque chose de précieux. L'instinct protecteur de Jenny s'est réveillé. « Quoi qu'il en soit, qu'avez-vous fait à ma mère? » Marcus s'est levé lentement, a levé les mains en signe de paix. « Votre mère m'a sauvé la vie il y a 21 ans. Nous sommes ici pour vous remercier. C'est tout, juste pour vous remercier. » Diane retrouva sa voix. Jenny. « Chérie, tout va bien. Voici Marcus, c'est le garçon dont je t'ai parlé, celui qui est resté dans la réserve en 2003. » Le visage de Jenny changea. Choc. Reconnaissance. Elle avait entendu cette histoire. Sa mère avait parlé de cet enfant sans abri pendant des années. Elle se demandait s'il allait bien. Elle priait pour qu'il ait trouvé sa voie. « Celui qui a laissé le mot ?» demanda-t-elle. Diane acquiesça. Jenny regarda Marcus avec un regard neuf. Elle vit au-delà du cuir des tatouages et des cicatrices. Elle vit le garçon que sa mère avait aidé. « Ma mère a parlé de toi pendant des années. Elle se demandait si tu allais bien. Je suis contente que ce soit le cas. » Marcus sourit. « Plus que bien, grâce à elle. » Jenny s'approcha de la table et regarda les papiers qui y étaient étalés. L'acte notarié, les états financiers, les photos de l'immeuble de Pittsburgh. Elle les lut rapidement, son esprit de professeur traitant des informations à toute vitesse. Elle écarquilla les yeux. « Maman, c'est vrai. » Diane acquiesça. Elle était incapable de parler. Jenny regarda Marcus. « Tu veux qu'elle s'en occupe? » Il acquiesça. Elle est la seule à pouvoir le faire. Jenny s'assit à côté de sa mère et lui prit la main. « Tu te souviens de cet hiver 2003 quand il est resté ici? » Diane acquiesça. Jenny poursuivit. « Tu te noyais, maman,
Après la mort de papa, tu fonctionnais à peine. Tu faisais les choses machinalement. J'étais à l'école, mais je t'appelais tous les soirs et je pouvais l'entendre dans ta voix. Tu abandonnais. Et puis tu as aidé cet enfant et quelque chose a changé. Tu es revenu à la vie. Tu avais à nouveau un but. Il t'a sauvé aussi, maman. Tu ne l'as jamais dit, mais je l'ai vu. Les larmes de Diane coulaient plus fort. Jenny avait raison. Elle mourait à petit feu et Marcus lui avait donné une raison de vivre, lui rappelant que la gentillesse comptait encore, qu'elle comptait encore. Jenny prit l'acte, l'étudia, regarda sa mère. Papa aurait voulu que tu fasses ça. Diane secoua la tête. Comment le sais-tu? Jenny sourit à travers ses propres larmes. Parce qu'il t'a appris à voir les gens, à les apprécier, à les aider. Et maintenant, 97 moteurs sont venus ici depuis 8 États pour prouver que tu l'as fait, que ça a marché, que ça a changé des vies. Papa serait si fier, maman. Fais-le. Fais-le pour lui. Fais-le pour Marcus. Fais-le pour tous ces enfants qui ont besoin que quelqu'un les voie. Diane se leva lentement. Son corps tout entier lui semblait lourd, comme si elle se déplaçait dans l'eau. Elle regarda autour d'elle la boulangerie, les murs que Tom avait peints, les vitrines qu'il avait construites de ses propres mains, la photo de lui derrière la caisse. Toujours jeune, toujours souriant. Le mixeur KitchenAid qu'il lui avait offert pour leur 20e anniversaire. Il fonctionnait toujours, mélangeant la pâte chaque matin. Elle regarda la vitrine des brioches à la cannelle, la recette de sa mère, celle qui avait sauvé la vie de Marcus sans qu'elle le sache. Elle regarda Marcus, l'homme qu'il était devenu, fort, marqué, vivant, un leader, quelqu'un qui avait pris les morceaux brisés de sa vie et en avait fait quelque chose de magnifique. Elle le regarda les 96 autres hommes debout dans sa boulangerie. Des Hells Angels, des hors-la-loi, des hommes que le monde jugeait, rejetait et craignait. Et chacun d'entre eux avait écrit ici pour dire merci, pour honorer la gentillesse, pour prouver que des personnes brisées pouvaient construire des choses magnifiques. Elle regarda Jenny, sa fille, sa fierté, son avenir, Sarah tenant le bébé Diane, les papiers sur la table promettant un bâtiment, un programme, une chance d'aider 400 enfants supplémentaires. La philosophie de Tom résonnait dans son esprit. Nourris d'abord, pose les questions après. On ne sait jamais quelle vie on sauve. Elle pensa à Marcus à 17 ans, convaincu qu'il était inutile, prêt à mourir, et comment une conversation de 17 minutes lui avait donné une base sur laquelle s'appuyer. Elle pensa aux 400 enfants déjà aidés, ceux qui s'épanouissaient aujourd'hui parce que Marcus avait transmis ce qu'elle lui avait enseigné. Elle pensa à tous les enfants à venir, ceux qui dormaient encore dans des débarras, ceux qui se tenaient encore devant les boulangeries à 5h30 du matin, les yeux cernés et l'estomac vide, ceux qui croyaient encore qu'ils ne comptaient pas. Marcus, dit-elle d'une voix plus forte, plus claire. Il la regarda, attendant. Cette nuit-là, je t'ai dit que tu comptais. M'as-tu cru? Il y réfléchit honnêtement. Pas au début. Non, je voulais y croire. Je voulais tellement y croire, mais on m'avait répété le contraire pendant tant d'années. On m'avait traité comme un déchet, alors je n'y ai pas cru tout de suite. Mais le simple fait de vouloir y croire m'a suffi. Cela m'a maintenu en vie. Cela m'a poussé à continuer d'essayer. Et finalement, j'y ai cru parce que tu n'as cessé de me montrer que c'était vrai. Diane acquiesça, compréhensive. Alors je ferai de même. Je ne crois pas encore en être capable. Je ne crois pas être capable de diriger un programme aussi important. Mais je le veux. Je veux croire que je peux y arriver. Et peut-être que cela suffit. Peut-être que le vouloir est la première étape. La boulangerie retint son souffle. Je dirigerai votre centre, dit Diane. Ces mots lui semblaient énormes, terrifiants. D'accord, à une condition, sourit Marcus. N'importe laquelle. Elle désigna les papiers. Nous avons donné à notre premier programme professionnel le nom de mon mari, le programme de mécanique Tom Moore. Il croyait aux secondes chances. Il a vécu une seconde chance. Son nom doit figurer ici. Les yeux de Marcus se sont mis à briller. D'accord, tout à fait d'accord. Diane s'est tournée vers Jenny et a dit « La cuisine d'apprentissage de la boulangerie au rez-de-chaussée portera le nom de ma fille. Le programme culinaire Jenny Morris. Elle est enseignante. Elle sait voir le potentiel des enfants. Son nom devrait aussi y figurer. » Jenny a eu le souffle coupé, s'est mise à pleurer et a jeté ses bras autour de sa mère. Diane la serra dans ses bras, puis regarda Marcus. Et les brioches à la cannelle seront toujours à ma charge.
Chaque enfant qui franchit ces portes aura droit à une brioche à la cannelle, fraîche, chaude, avec un glaçage supplémentaire. Parce que c'est là que tout a commencé. Quand tu as mangé une brioche à la cannelle et crue, l'espace d'un instant, que quelqu'un se souciait de savoir si tu vivais ou mourais. Marcus franchit la distance qui les séparait et serra Diane dans ses bras. Fort, reconnaissant, 21 ans de gratitude condensée en une seule étreinte, la boulangerie explosa. 97 voix acclamèrent, sifflèrent, applaudirent. Le bruit était assourdissant, joyeux. Diane rit et pleura en même temps. Marcus la serra dans ses bras. Puis Jenny se joignit à l'étreinte. Puis Sarah avec le bébé Diane. Puis Dutch, puis Tommy, puis d'autres, jusqu'à ce que cela devienne une masse de corps, de cuir, de larmes et de rires. Des personnes brisées redevenaient entières. Des personnes perdues étaient retrouvées. Une famille construite à partir de rien. Tout le monde mange. Diane a crié quand ils l'ont enfin lâché. C'est la règle dans ma boulangerie. Tout le monde mange. Elle est allée derrière le comptoir, a commencé à sortir des brioches à la cannelle et à les mettre sur des plateaux. Les moteurs ont aidé, les ont distribués. Le café coulait, les pâtisseries étaient distribuées. Quelqu'un a ouvert la porte de la boulangerie et la fête s'est répandue sur le trottoir. Les habitants de la ville, qui observaient nerveusement de l'autre côté de la rue, se sont approchés avec prudence. Madame Patterson en premier, bien sûr, qui ne veut jamais manquer un drame, puis Monsieur Henderson, puis d'autres, curieux, inquiets, perplexes. Mais les motards n'étaient pas menaçants. Ils riaient, mangeaient des brioches à la cannelle, parlaient de programmes, d'espoir et d'enfants qui avaient besoin d'aide. Les enfants de la ville, plus courageux que leurs parents, s'approchèrent. Un petit garçon, âgé d'environ 6 ans, désigna une moto. « Je peux m'asseoir dessus? » Le motard, un homme imposant avec une barbe qui lui descendait jusqu'à la poitrine, a souri. « Bien sûr, petit. Laisse-moi te soulever. » Bientôt, les enfants étaient sur les motos, les parents prenaient des photos, la peur se transformait en curiosité puis en célébration. Marcus a étalé des plans sur une table de boulangerie. Diane s'est penchée dessus et a posé des questions. Où les enfants dormiraient-ils? Combien y aurait-il d'employés? Qu'en était-il de la sécurité? Dutch proposa de diriger l'établissement. Ancien militaire, il savait comment assurer la sécurité des enfants sans qu'ils se sentent emprisonnés. Jesse proposa de coordonner le mentorat. Il avait des contacts dans 15 sections. Tommy proposa d'enseigner la mécanique. Il avait été à la place de ses enfants. Il savait ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Quelqu'un apporta un gilet en cuir, un équipement de soutien personnalisé des Hells Angels. Pas un écusson, car Diane n'était pas membre, mais une marque de respect. Au dos, une belle inscription brodée. Diane Morris, là où tout a commencé. Elle l'a enfilé par-dessus son tablier recouvert de farine. La juxtaposition était parfaite, boulangère et motarde, douce et féroce, la gentillesse enveloppée de cuir. Quelqu'un a pris une photo. Diane debout entre Marcus et Dutch, un roulé à la cannelle dans une main, un café dans l'autre, vêtue de son gilet honorifique et arborant le plus grand sourire qu'elle ait eu depuis la mort de Tom. La fête a duré 3 heures. Des histoires ont été partagées, des projets ont été faits, des promesses ont été données. Au moment où le soleil a commencé à se coucher, Diane était épuisée, submergée, plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis 21 ans. Les moteurs se sont préparés à partir. 97 moteurs ont démarré à la suite. Le grondement a fait trembler les fenêtres, mais cette fois, la ville n'en a pas eu peur. Les habitants ont fait signe de la main. Les moteurs leur ont répondu. Marcus a été le dernier à partir. Il a serré Diane dans ses bras une dernière fois. On se voit à Pittsburgh la semaine prochaine. On a du travail à faire. Elle acquiesça. J'apporterai des brioches à la cannelle. Il rit. Je sais que tu le feras. 6 mois plus tard, le centre Diane Morris Second Wind ouvrait ses portes dans le centre-ville de Pittsburgh. Le bâtiment était magnifique. Façade en briques restaurée. 3 étages de possibilités. 200 personnes assistèrent à l'inauguration. Les politiciens locaux prononcèrent des discours sur les secondes chances et le soutien communautaire. Les chefs d'entreprise s'engagèrent à faire des dons. Les défenseurs du placement familial louèrent le modèle. Et au centre de tout cela, Diane Morris, 65 ans, vêtue de son gilet honorifique,
était entouré des 8 premiers enfants qui avaient emménagé dans des logements de transition la semaine précédente. Le programme de mécanique Tom Morris fut lancé avec 12 étudiants inscrits. Dutch le dirigeait avec une précision militaire, tempérée par une attention sincère. Les enfants apprirent à réparer des moteurs, à souder des châssis, à construire des objets de leurs mains. Ils ont appris qu'ils étaient capables. Le programme culinaire de Jenny Moore a démarré avec 10 élèves. Ils ont appris à faire du pain, des brioches à la cannelle, des repas qui nourrissaient le corps et l'âme. Et chaque matin avant le début des cours, Diane arrivait avec des brioches à la cannelle fraîche, chaudes et glacées, la même recette qui avait sauvé Marcus 21 ans auparavant. Un an de plus tard, 34 enfants avaient suivi le programme. 28 avaient trouvé un logement stable et un emploi et étaient allés à l'université, ce qu'ils n'auraient jamais imaginé possible. 2 avaient créé leur propre entreprise, petite mais en pleine croissance. Marcus se tenait aux côtés de Diane lors de la collecte de fonds annuelle. Les sections des Hells Angels de 15 États y ont participé. Ils ont récolté 340 000 $ en une nuit, suffisamment pour financer les opérations pendant une année supplémentaire et commencer à planifier l'ouverture d'un deuxième site. 2 ans plus tard, ce deuxième site a ouvert ses portes à Philadelphie. Un troisième était prévu à Baltimore. Diane avait maintenant 66 ans. C'est tout. C'est toute l'histoire. Une personne qui choisit de voir une autre personne et décide qu'elle mérite qu'on fasse un effort. Si vous pensez que les gens méritent une seconde chance, cliquez dès maintenant sur le bouton S'abonner, car chaque vue sur cette chaîne soutient des histoires qui remettent en question les stéréotypes sur les moteurs, sur les personnes brisées, sur ceux qui méritent d'être aidés et ceux qui ne le méritent pas. Le monde veut vous faire croire que certaines personnes sont jetables, que les erreurs vous définissent pour toujours, que briser signifie fini. Cette histoire prouve qu'ils ont tort. Abonnez-vous si vous refusez d'accepter ce mensonge. Dites que les secondes chances comptent. Si vous avez déjà été écarté et que vous avez prouvé que les gens avaient tort, ou si vous avez déjà aidé quelqu'un que tout le monde avait abandonné, dites-nous d'où vous nous regardez. Construisons une communauté de personnes qui refusent de rejeter les êtres humains. Des personnes qui comprennent que votre point de départ ne détermine pas votre point d'arrivée. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui se débat, quelqu'un qui pense qu'il n'a pas d'importance. Parce que Marcus l'a entendu de Diane. Vous l'avez entendu de moi. Et peut-être que la personne avec qui vous le partagez a besoin de l'entendre à son tour. À tous ceux qui ont déjà regardé un enfant sans abri et traversé la rue. À tous ceux qui ont déjà supposé que les motards n'étaient que des criminels. À tous ceux qui ont déjà décidé que quelqu'un ne méritait pas d'être sauvé, cette histoire prouve que vous avez tort. Ne les laissez pas continuer à répandre ce mensonge. Abonnez-vous si vous vous opposez à cela. Voici Heart of a Biker, où nous racontons les histoires que personne d'autre ne raconte. Sur la gentillesse à laquelle le monde ne s'attend pas. Sur les personnes que le monde rejette. Sur les secondes chances qui changent tout. À la prochaine. Restez gentils, restez bruyants, restez sur 2 roues.